Bienvenue à toutes et à tous. Je vous accueille avec grand plaisir avec mes collègues de l'Ordre des architectes dans ce webinaire sur le bâti vacant, transformer le bâti vacant. Ce webinaire s'inscrit dans une suite de webinaires mensuels. Vous avez l'habitude maintenant, chaque mois, en début de mois, un mercredi la plupart du temps, on se retrouve autour d'un sujet pour être au cœur des agences auprès des architectes. Le prochain webinaire, je vous l'annonce dès maintenant, aura lieu le mercredi 13 mars et traitera du dispositif Mon accompagnateur rénove. L'événement d'aujourd'hui vaut comme formation complémentaire pour les architectes et vous recevrez un mail demain ou dans quelques jours qui vaudra attestation. Un replay de ce webinaire, comme tous les autres webinaires, sera disponible sur le site internet de l'Ordre dans quelques jours. Probablement à la fin de la semaine, vous pouvez le trouver sur la page d'accueil du site architects.org. Pendant le webinaire, vous pourrez poser des questions grâce au module questions-réponses, le bouton Q&R qui est en bas de votre écran. Vous posez vos questions, une partie de l'équipe vous répond par écrit. Je ferai mon maximum pour piocher certaines questions en seconde partie du webinaire et les adresser à nos intervenants que je vais bientôt vous présenter. Merci à toute l'équipe qui œuvre avec professionnalisme à chaque webinaire. Donc ce soir, Damien Legrand, chargé de communication, Cassandre Liénard, juriste, Julie Lamoureux, chargé de mission, et Daniel Dunon et son équipe technique qui assure à chaque fois. Merci à vous tous, vous êtes plus de 1300 inscrits ce soir. On est nombreux, comme souvent en ce moment. Je vais vous présenter nos 4 intervenants ce soir. Je commence par Peggy Mertini. Peggy, vous êtes du ministère en charge du logement, c'est-à-dire le ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Vous allez nous parler du tableau et des enjeux de la vacance en France et également du service zéro logement vacant. Ensuite, Catherine Sabat. Bonsoir. Bonsoir, vous êtes déléguée générale de IDEAL. IDEAL, c'est l'Institut des hautes études pour l'action dans le logement. Et on va ensemble faire un point sur les freins et les solutions dans la lutte contre la vacance. Ensuite, nous découvrirons une boîte à outils pour les acteurs de terrain avec Caroline Vernet, qui est diplômée en architecture et urbaniste. L'agence Dispo, c'est ça, et qui, je le précise, a été mentionnée, je crois, au prix du réseau des maisons de l'architecture 2023. Qui va donc nous montrer cette boîte à outils qui est plus axée sur les commerces, si je ne me trompe pas. Et puis Patrick Rubin, architecte, l'agence Canal Architecture qu'on ne présente plus, qui nous parlera de l'innovation en architecture au service de la reconversion des bâtiments, de bâtiments qui peuvent avoir plusieurs fonctions. Je n'en dis pas plus. Je passe la parole à Peggy Mertini pour commencer. Merci beaucoup, en tout cas, pour l'invitation. Effectivement, le logement vacant est un sujet important. On en parle beaucoup. Aujourd'hui, il fait aussi pas mal les gros titres et l'actualité. On a ces gros chiffres qui ont été donnés par l'INSEE et qui sont également aussi confirmés de notre côté. J'en reviendrai peut-être un peu plus tard. Aujourd'hui, c'est 3 millions plus de 3 millions de logements vacants en France. 8,3% des logements, si je ne me trompe pas. Exactement. Si on regarde de sources fiscales, c'est sur la durée de la vacance, puisque c'est une donnée importante à regarder, puisque la vacance est effectivement composée d'une vacance frictionnelle, conjoncturelle, qui est une vacance de rotation normale de marché, et une vacance plus structurelle, longue, qu'on donne généralement au-delà de 2 ans. Et cette vacance-là, on est encore à plus d'1 million de logements qui sont vacants structurellement. Donc aujourd'hui, on voit vraiment que ce sujet-là revient sur le devant de la scène, parce que on voit bien qu'avec les transformations, les grands enjeux environnementaux, le logement vacant est devenu une ressource. Auparavant, il était plutôt traité à la marge des politiques d'urbanisme d'un côté, de l'habitat et du logement de l'autre, ou même sur les besoins au logement, on traitait la donnée vacances et taux de vacances comme étant un indicateur qu'on pouvait manier à la marge. Aujourd'hui, le logement vacant est vraiment devenu une ressource, tant au service
de la politique de densification, hein, le zéro artificialisation nette dont on parle beaucoup. Le logement vacant, c'est avant tout un logement qui est sur un bâti et un foncier. Et voilà, c'est un foncier qui peut être remobilisé à d'autres fins. C'est aussi du logement avant tout, qui est déjà construit et qui peut être remobilisé avec les politiques de logement d'abord, de logement abordable, hein, puisque on est sur des bâtis qui beaucoup nécessitent des travaux, et les passoires énergétiques aussi nécessitent de lourdes réhabilitations souvent, et on voit que plusieurs études nous le montrent, hein, les logements vacants sont souvent vacants en raison de problèmes structurels et des besoins de réhabilitation et de travaux qu'ils nécessitent. Donc, aujourd'hui, cette ressource-là, elle est bien identifiée par un certain nombre d'acteurs, et ça a donné lieu en 2020 à la création d'un premier plan national de lutte contre les logements vacants. Premier plan national qui a été coélaboré avec l'association Agir contre le logement vacant, qui est une association de collectivités qui lutte concrètement au quotidien pour remobiliser, hein, ces logements au bénéfice de leur territoire. Et ce premier plan, qui est relativement récent, hein, 2020, a permis de créer d'une part un certain nombre d'outils permettant d'objectiver la vacance. Donc une base de données issue des données fiscales. Hein. Tous les 1er janvier de chaque année est établie la liste des logements vacants par les services fiscaux, et nous on travaille sur cette liste pour la mettre à disposition des acteurs de terrain. C'est la base de données Lovac. Et la mise en place aussi d'une solution numérique qui est Zéro Logement Vacant, qui utilise ces données Lovac et qui permet justement gratuitement aux ayants droit de cette donnée de disposer sur leur périmètre de compétences de la liste des logements vacants, des propriétaires de ces logements, et leur adresse, leur localisation, leur caractérisation, en tout cas toutes les informations données par les services fiscaux sur le bien et sa propriété. Ce qui permet à la collectivité, à ses opérateurs et à l'ensemble des services qui travaillent sur ces territoires d'avoir à la fois la possibilité d'avoir une approche analytique en disposant de la donnée, de sa localisation, de la caractérisation des propriétaires, pouvoir adapter son message. On ne parle pas à une veuve de 80 ans de la même manière qu'un investisseur multipropriétaire. C'est aussi important pour être compréhensible et pour savoir quelles sont les solutions qu'on peut apporter concrètement pour sortir ces logements-là de la vacance. Connaître les tenants et les aboutissants des raisons de la vacance sont effectivement très importants pour pouvoir utiliser les bons leviers. Et ensuite, cette solution numérique permet justement de créer des campagnes de publipostage portées par la collectivité et de suivre l'ensemble des procédures menées sur ces logements-là, les différents contacts, les retours, et de travailler vraiment dans la dentelle auprès de ces propriétaires-là pour savoir comment au mieux remobiliser ces logements-là aux besoins et à des fins définies par la collectivité elle-même. En fait, nous, on est un médiateur qui permet de renseigner et d'apporter une ressource que la collectivité et ses opérateurs peuvent utiliser au besoin. Merci beaucoup. Et alors là, c'est sur la vacance du logement, qui est Tout à fait. très très importante, donc 8,3%, je le précisais tout à l'heure. Si je ne me trompe pas sur les chiffres, il y a la vacance commerciale, 10,6% dans les villes moyennes, 10,2% dans la métropole parisienne, c'est quand même très impressionnant aussi. Et puis la vacance des bureaux, et on m'a fait passer 4,5 millions de mètres carrés en 2023, en augmentation de 10% par an. Donc en Ile-de-France, merci. Merci Catherine Sabat. Donc en fait, ce tableau, il est assez impressionnant à la fois sur les logements, les commerces et les bureaux. Probablement d'autres fonctions aussi. J'ai cru entendre que les écoles parisiennes se vident. Il y a probablement d'autres sujets qu'on n'évoquera pas forcément ce soir.
Est-ce que, Catherine Sabat, justement, vous pouvez nous parler un peu des freins, des solutions, peut-être préciser si j'ai oublié des chiffres importants pour finir ce constat global? Merci. Bonsoir à toutes et à tous et merci de me convier à ce webinaire. Alors, juste pour revenir, moi, on se disait peut-être on allait avoir une bataille de chiffres, pas du tout. Donc, on est d'accord, les chiffres de l'INSEE sont partagés. Simplement, quand on dit qu'il y a 1 million de logements en vacances structurelles, ça ne veut pas dire qu'ils sont tous disponibles. C'est-à-dire que ça veut dire qu'il y a des logements qui sont dans des endroits où personne ne veut habiter. Donc, on aura beau les rénover, les rendre habitables, et ben, il n'y aura pas forcément ni des locataires ni des propriétaires prêts à aller les habiter. Pardon, vacances structurelles, c'est plus de 2 ans, hein, c'est ça le critère? Oui, Ce qui fait vacances structurelles. et même la taxe sur les logements vacants, je crois qu'elle s'applique au-delà de 12 mois. Hein. Donc, normalement, la vacance structurelle, c'est une vacance qui n'est pas une attente entre deux mutations, entre deux locataires, ce que met l'INSEE dans ces 3 millions de logements. Alors, c'est vrai qu'il y en a qui sont dans les zones détendues, mais je crois qu'il y en a 300 000 dans les zones tendues, c'est ça? Alors, c'est ça qui Des est le logements. plus intéressant, c'est que le logement vacant, c'est pas un sujet tout à fait nouveau. Il y en a eu de tout temps, avec justement des territoires où il y avait un déclin de la population. Aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y en a dans les zones tendues. Et on se pose la question de savoir pourquoi, dans un endroit où il y a un marché du logement, il y a des propriétaires qui sont capables de garder leur logement vide, qui leur coûte, qui se dégrade et qui ne leur apporte rien. Donc, qu'est-ce que c'est que ces raisons? Bah, ça peut être des raisons de succession non liquidée, ça peut être des raisons de peur d'avoir des contentieux locatifs, ça peut être des raisons spéculatives, c'est-à-dire je garde mon bien, il va prendre de la valeur et bon, bah, en attendant, il ne s'y passe rien, mais c'est pas grave parce que je compte sur la plus-value. Et du coup, dans certaines villes où le logement est très cher, on a ce qu'on appelle des concrete safes, c'est-à-dire des coffres-forts, voilà, qui représentent un capital et qui ne servent qu'à ça. Voilà. Et ça, c'est plutôt nouveau comme phénomène. Et ça, c'est pas des systèmes dans lesquels on peut pousser les propriétaires à rénover parce que c'est pas la même question. Bon, une fois qu'on a dit ça, c'est pas Qu'est-ce qu'on forcément fait? la majorité qui correspond à ça. Non, les difficultés, moi, je pense que c'est de l'évaluation. C'est-à-dire, là, il y a des nouveaux systèmes qui permettent d'essayer de voir combien il y a de logements vacants, où ils sont, à qui ils appartiennent, etc. Mais on en est quand même au début. Et après, il n'y a aucune loi qui impose à un propriétaire de mettre son logement sur le marché ou de l'occuper. Contrairement à ce qui se passe en Wallonie. Alors en Wallonie, depuis 1 an maintenant, il y a une loi qui punit juridiquement le fait de ne pas occuper un bien. Donc on n'a pas encore beaucoup de résultats parce que c'est tout récent, hein. Mais en tout cas, l'idée de judiciariser cette question pourrait faire son chemin en France. À mon avis, ce serait une révolution. Dès qu'on touche à la propriété en France, c'est une révolution. Mais pourquoi pas y réfléchir. En tout cas, sinon, il y a tout un tas de systèmes qu'on va détailler peut-être tout à l'heure, avec des conventionnements, avec des baux à réhabilitation qui permettent de prendre en charge la réhabilitation, ensuite de gérer le logement via une intermédiation locative, ce qui fait que le propriétaire il est tranquille pour 12 à 15 ans. Alors, il ne touche pas de revenus, mais son bien est géré, il ne se dégrade pas et il est loué, donc il sert à quelque chose. Mais bon, voilà, tous ces systèmes, pour l'instant, ils sont pas très convaincants. Je pense qu'il y a plus d'expérience sur le marché des bureaux. Donc, vous évoquiez les bureaux. Ça fait aussi 10-15 ans qu'on dit qu'il y a 4,5 millions de mètres carrés vides en Île-de-France. Bah, qu'est-ce qu'on attend pour en faire quelque chose? Parce que ce qui est intéressant aussi, c'est que, et ça, c'est peut-être un acquis du CNR Logement, parmi les très, très maigres acquis du CNR Logement. C'est quoi le CNR? Le Conseil national de la refondation du logement, pardon, qui a mis tout un tas de propositions sur la table et qui n'a vu aucune des propositions récupérées pour l'instant par les pouvoirs publics, mais elles sont là. En tout cas, l'idée que produire du logement, c'était pas forcément construire des logements neufs, mais c'était récupérer par tout un tas de systèmes et de filons de sources, de sourcing, hein, du logement dans des bâtiments qui existent déjà, donc sans consommation de foncier et en consommant moins de matière
Ça, peut-être Patrick nous dira que la consommation de moins de matière, c'est pas forcément gagné. En tout cas, pour le bureau, ça fait un moment qu'on cherche et avec des tas de freins. C'est-à-dire qu'on a beaucoup transformé de bureaux en logements, mais les mauvais bureaux ne font pas des bons logements, ils font plutôt des mauvais logements. Donc, il y a une question de localisation. Quand on a construit des bureaux à côté d'une rocade, ben, c'est pas idéal pour les transformer en logement. On a un problème de forme urbaine, de forme architecturale, parce que quand on a des bâtiments qui font 15 à 18 mètres de large ou d'épaisseur, eh bien, l'idée de faire des logements traversants là-dedans, c'est pas évident non plus. Donc, peut-être s'imaginer d'autres formats. Il y a une époque, on a fait des lofts dans des anciens bâtiments industriels. Pareil, ils n'avaient pas forcément la structure parfaite pour faire du logement, mais il y avait des volumes plus grands, des hauteurs sous plafond plus grandes, une architecture particulière, etc. Donc peut-être qu'on peut tabler là-dessus avec des immeubles de bureaux, mais les immeubles de bureaux construits dans les années 90, 2000, on ne peut pas dire non plus qu'ils aient une architecture formidable. Enfin, ça, c'est vraiment un jugement de valeur, mais facilement transformable en tout cas. Donc, c'est pas facile. Et puis, il y a une question de coût parce que pour accepter de faire du logement avec des bureaux, il faut déjà accepter que le bureau ne vaille plus rien. Alors aujourd'hui, quand il y a plus de revenus locatifs et que le bureau est vide, on se dit bah, évidemment qu'il faut le transformer. Sauf que dans les comptes des entreprises, parfois cet immeuble, il a encore une valeur et il faut accepter de mettre cette valeur à zéro pour en plus rajouter des fonds de l'investissement pour y faire des travaux et ensuite espérer soit louer ces logements, soit les mettre, soit les vendre comme le ferait un promoteur, quoi. Mais bon, il y a beaucoup d'opérations qui se mènent de transformation de bureaux en logement, mais on n'a toujours pas trouvé la martingale et pour cette question de coût en particulier. Pas évident. Justement, sur le sujet est en cours en première lecture à l'Assemblée, le projet de loi Le Meur. Voilà, alors le projet de loi, il dit que pour transformer des bureaux, on peut déroger à certaines règles du PLU. Donc, dans des endroits qui sont réservés à l'activité, on pourra mettre des logements. Il facilite les règles de copropriété, notamment les règles de majorité, qui n'ont pas besoin d'une unanimité pour voter, par exemple, le changement de destination, c'est bien ça. Et puis, et alors ça, c'est pas forcément une piste encourageante. Il impose aussi aux nouveaux bureaux, même quand il y a pas de, aux nouveaux logements, pardon, même quand il n'y a pas d'augmentation de surface, de payer une taxe d'aménagement, parce que nouveau logement, ça veut dire nouveaux habitants, davantage d'habitants, et donc un besoin d'équipement qu'il faut financer. Bon, c'est un projet de loi, on va attendre de voir ce qui se passe, mais Le climatique de Paris aussi, oui. mais évidemment, on ne parle pas à des Parisiens, mais qui impose à chaque transformation chaque rénovation d'immeubles de bureaux pour un certain nombre d'immeubles qui ont été repérés à Paris, d'ajouter maintenant 10 à 15% de logements sociaux. Mhm. D'accord, on pourra peut-être y revenir dans les questions. Je sens que ça va être intéressant. La vacance des logements, la vacance des bureaux, souvent, elle ne se voit pas, ou en tout cas, on n'est pas toujours capable de dire quand on passe dans une rue si elle est totalement habitée ou pas. Quand on traverse un village en France, la vacance des commerces, on la voit vraiment. On voit des commerces fermés un peu partout quand on circule en France, dans les petites villes, dans les villages, et même parfois dans les grandes villes. Caroline Vernet, est-ce que vous pouvez nous en parler ? Ouais, moi du coup, mon intervention ce soir, elle va plutôt traiter de la partie en rez-de-chaussée des bâtis qui nous intéressent. Et particulièrement, moi j'ai mené un projet qui s'appelle Dispo et qui s'intéresse à la vacance des locaux commerciaux, particulièrement en centre-bourg, donc de petites communes. Donc initialement, Dispo, c'est une recherche. Son objectif, c'était de questionner et révéler le potentiel des locaux disponibles en centre-bourg. Mais surtout, l'objectif, c'était d'aller chercher des outils qui sont à la disposition des collectivités pour valoriser ces espaces, puisque nous, en tant qu'architectes, on est souvent amenés à conseiller ces collectivités. Et donc, je cherchais des outils pour pouvoir faire un peu mieux mon métier. Donc depuis 2023, depuis le début de l'année 2023, j'ai parcouru une partie de la France des petites villes avec ce projet. Déjà pour constater l'ampleur de la tâche.
en photographiant une partie des locaux commerciaux qui ont croisé mon chemin. Et puis, j'ai surtout passé du temps à rencontrer et interviewer des acteurs de ce sujet, donc des politiques et des institutions, mais aussi des occupants de locaux qui ont des activités commerciales ou non, et puis tous les facilitateurs, les conseillers, donc nous, les architectes, les urbanistes, les agents immobiliers, les foncières. Donc, Concrètement, on fait quoi? Ah, voilà. Ouais, Boîte à voilà. outils. Avec tout ce que j'ai appris cette année, moi j'ai monté une structure pour continuer à conseiller les collectivités. Mais en parallèle, j'ai la volonté de diffuser tous les outils sur lesquels on a pu échanger avec toutes ces rencontres. Donc du coup, je suis en train d'écrire un document qui est une boîte à outils qui regroupe en 5 thématiques des outils qu'on connaît, des outils qu'on connaît moins, des outils qu'on connaît mais qu'on ne pense pas forcément à utiliser sur la question du local commercial. C'est en pleine rédaction, donc c'est toujours compliqué de parler de quelque chose pendant qu'on le fait. Mais, Allez, un petit exemple ou deux. Ouais, voilà. Je vais vous en parler. Je me suis dit que j'allais vous parler de trois leçons et vous en parler à l'appui du coup d'exemples de fiches. Moi, la première leçon de cette année de recherche, c'est que c'est vraiment nécessaire pour les élus de s'intéresser et de s'emparer au sujet du local commercial et donc pour nous de leur conseiller de le faire. Et c'est pas forcément instinctif puisqu'on parle d'espace privé, en plus régi par le droit du commerce en partie, qui est plutôt libéral. Mais c'est important, vu sa position dans l'espace public, que ça fasse vraiment partie des stratégies politiques des élus. Et pour ça, ils n'ont pas forcément besoin d'en être propriétaires. Je voulais parler ce soir justement d'un des outils qui est l'intermédiation locative. Donc le principe, c'est que la collectivité devient locataire du local commercial pour ensuite le sous-louer à un porteur qu'elle choisit et dans les conditions qu'elle choisit. Donc elle peut donc définir un type de bail particulier et elle a un accord avec le propriétaire qui peut notamment s'engager à réaliser des travaux dans ce local et la commune s'engager à lui mettre à disposition les services d'un architecte. Un des exemples souvent utilisés, c'est ce qui se passe à Romans-sur-Isère qui est massivement utilisé ce dispositif. Et de façon générale, il y a des aides financières et techniques qui sont à la disposition des collectivités. Et parfois, elles existent déjà, mais c'est pertinent de les ouvrir et de les étendre au local commercial. Parce que souvent, ça s'arrête juste au logement. Je voulais aussi dire que le sujet du local commercial, il ne s'arrête pas seulement au foncier et à l'espace, mais pour autant, c'est tout à fait une question d'architecture. Je pense que c'est important de lutter contre la vacance commerciale en allant jusqu'au bout, c'est-à-dire en cherchant des porteurs. Et parfois, ça passe par des gros projets de communication, des événements. Pour ça, cette fois, je vous renvoie vers les vitrines qui parlent à Ambert, qui est un événement culturel qui ouvre ses boutiques. Et puis, ensuite, ça passe par évaluer les projets et surtout les évaluer vis-à-vis du local qui est proposé, comment leur activité peut entrer en résonance avec ce lieu et évoluer dans l'avenir. Et puis ensuite, il faut accueillir ces porteurs, les conseiller sur les travaux qu'ils réalisent, eux, en seconde œuvre, leur donner les informations sur les autorisations à donner, les normes à respecter. Et ça, c'est aussi des choses sur lesquelles nous, architectes, on peut les accompagner. Et tout ça, c'est vrai dans le cas où c'est une activité commerciale qui s'installe, mais ça marche aussi si c'est une autre activité. Et même si moi, je défends assurément le commerce de proximité, je vois aussi ces lieux comme des potentiels pour accueillir d'autres types d'occupations dans l'avenir. Et là aussi, par exemple, moi, j'ai visité des locaux commerciaux qui ont été transformés en salles de répétition associatives pour une compagnie de théâtre. Ensuite, il y a des exemples de bibliothèques municipales qui ont été installées dans des anciens locaux commerciaux. Il y a des cabinets médicaux. Donc, Après, c'est parfois un peu compliqué avec les élus qui sont un peu nostalgiques et qui ont bon espoir de voir réouvrir un magasin de chaussures à la place de l'ancien magasin de chaussures. Mais je pense que nous, architectes, on a des outils pour les aider à se projeter aussi vers d'autres occupations. Et entre autres, un des outils pour ça, c'est d'emmener les élus en visite dans d'autres communes où il y a des nouvelles choses qui ont été mises en place. Et le dernier point, c'est que pour moi, le potentiel du local commercial, il repose particulièrement dans son positionnement, puisqu'il existe au croisement de l'espace privé, dans l'immeuble
et de l'espace public à hauteur de rue. Donc, les questionnements de programmation, de rénovation que l'on a en tant qu'architecte sur ces lieux doivent être faits en lien avec la rue. Comment j'améliore ce que je vois depuis la rue à travers la vitrine, comment j'améliore l'accès, comment j'améliore le seuil, mais aussi comment j'améliore l'espace public proche pour faciliter l'occupation de ce lieu. Typiquement, l'aménagement d'une terrasse, c'est déterminant pour une activité commerciale ou animante. Et aussi, comment je réfléchis à l'aménagement de ce local en lien avec les logements qui sont à l'étage, puisque parfois, ça peut aussi devenir un atout, la disponibilité de ce local, pour améliorer les logements, particulièrement quand on a des typologies qui sont peu attractives ou pas qualitatives, puisqu'on peut s'étendre un peu, proposer la mise en commun d'espaces entre occupants du local. Ça, c'est juste particulièrement intéressant quand c'est le même propriétaire pour l'ensemble de l'immeuble, c'est plus facile. Et aussi, c'est plus intéressant sur des locaux qui sont un peu en frange, qui sont moins stratégiques sur l'animation de la commune. En revanche, c'est toujours une amélioration de voir ce local occupé, même si c'est par une occupation pas accessible au public. Ça demande en revanche un dessin assez fin pour pas murer ou mettre une porte de garage à la place de la vitrine. Et donc, ouais, c'est vraiment l'occasion. En plus, on peut parfois même proposer de l'accès à un espace extérieur en permettant aux habitants de passer par l'ancien local commercial, le rez-de-chaussée. Juste conclure, ça c'était la slide d'avant. Je voulais juste conclure avec cette image de quelques-uns des nombreux locaux commerciaux qui ont croisé mon chemin. Et je voulais dire que la friche industrielle, elle a occupé et elle occupe beaucoup d'architectes. Mais moi, je crois que la friche commerciale, elle a tout autant de potentiel pour nous inspirer. C'est un lieu où on peut mettre au service des habitants notre créativité, nos outils de recherche, de projection, de communication. C'est tout autant un sujet à la croisée de l'habitabilité, de la rencontre sociale, du patrimoine. Et je pense que c'est un sujet qui peut occuper beaucoup d'architectes qui peuvent s'amuser aussi dans ces lieux. Mais c'est important de le faire en équipe avec les élus. Merci beaucoup. Sans transition, Patrick Ruin. Mais la transition, c'est peut-être que les espaces, Oui. La transition, c'est peut-être que ces espaces, ils sont donc des commerces possiblement, mais ils sont aussi plein d'autres choses. Nous, on travaille avec des espaces, nous, architectes. Et du coup, là, on va parler d'espaces qui peuvent être des bureaux, qui peuvent être des logements, qui peuvent peut-être même être d'autres choses. Mais les micro-espaces ruraux, c'est ça ? La vieille boulangerie fermée, la quincaillerie que j'ai vue il n'y a pas longtemps dans le Cantal, que je connaissais, qui a fermé, magnifique. C'est votre génération qui va les revitaliser, évidemment. Impressionnant, hein ? Et je trouve qu'en même temps, vous reflétez... c'est pas de ça dont je dois parler, hein, Caroline, mais vous reflétez une mutation vous êtes architecte, donc c'est vraiment une mutation des sujets, des programmes des écoles d'architecture, évidemment. Vous êtes peut-être déplacé par rapport à ce qu'on vous a fait dans les écoles d'architecture, mais ce regard que vous portez sur la ruralité, enfin, vous n'êtes pas la seule, mais il y a quelques pionniers comme vous. Enfin, bon, je vous dis bravo. Alors moi, qu'est-ce que je vais dire dans cette grande tour ? Je vais parler de... Là aussi, c'est peut-être un peu atypique, c'est préférer la réparation de l'architecture. Hein. Je ne vais pas dire logement, bureau, c'est pas ça. Préférer la réparation à la destruction. Et tout le sujet, il est aujourd'hui là. Il est là, pas que pour Canal, hein, il est là parce qu'il y a beaucoup de contributions autour de ce qu'on essaie de chercher et de positionner. Ça passe à l'écran, les petits CTZ là. Oui. Oui, ce sont. Je vais essayer à l'appui de vous dire très rapidement. Canal, c'est un atelier de recherche. Nous sommes pas 80. Donc, ça nous permet de prendre le temps de réfléchir au sujet qu'on nous donne, et ça fait une quinzaine d'années qu'à chaque fois qu'un concours plane sur l'agence, on essaye, et ça prend plus de temps que de fabriquer le concours, hein, de réfléchir avec beaucoup de gens qui nous accompagnent, qu'est-ce que c'est de construire pour des étudiants, qu'est-ce que c'est de transformer, où va-t-on trouver le prochain foncier. Donc c'est CTZ, c'est en open source sur le site de Canal, n'hésitez pas. Très vite dit...
on parle de récupérer des surfaces. Moi, je notais, on parle de millions de mètres carrés, mais c'est des dizaines de millions de mètres carrés de planchers abrités, peut-être mal abrités parfois, qui existent. C'est des surfaces gigantesques et qui sont mal occupées ou pas occupées, souvent pas occupées. Donc ça, c'est un travail. Là aussi, je suis très rapide. Hein, c'est à Bordeaux le premier permis sans affectation qui nous permet de dire que dans l'immeuble qui va être mis en place, donc le chantier commence cette année, il y a une possibilité d'avoir des bureaux, du logement. C'est une multiplication de fonctions qui garantit. C'est ça qui est intéressant, c'est le permis d'innover, hein, loi Elan, qui garantit que cet immeuble ne sera pas détruit, sauf s'il est mal construit, il ne sera pas détruit parce qu'il peut avoir plusieurs vies. Donc ça, c'est vraiment une démonstration qui est aussi collégiale, enfin qui est d'utilité publique. Enfin, évidemment, on sera plusieurs à s'occuper de ces sujets. Et ça nous mène tout droit à la transformation, parce que le véritable sujet, puisque l'immeuble à Bordeaux, il va bientôt être en cours de construction, mais il y a les millions de mètres carrés dont on vient de parler, et qu'auparavant on faisait ça. Si un élu s'amuse à faire ça aujourd'hui, sauf cas très très particulier, il perd son mandat. Hein. Donc, Caroline, il va aller vous voir. Une expérience, je vais tenir mes 8 minutes, hein, intéressante, c'est que cet immeuble de Claude Parent, rue Moussaïa, il a été sauvé par le patron de la RIVP, Serge Contat à l'époque, parce qu'il devait être détruit. Et on l'a réparé. Des bureaux sont devenus des logements, tout à fait corrects. Et donc, ça prouve, et d'autres l'ont aussi prouvé, qu'il est tout à fait dans nos possibilités de transformer un lieu sur une fonction différente. L'intérêt, je reviens tout petit peu en arrière, de l'immeuble construit sans affectation, ça veut dire que ça sera facilité. Et la difficulté d'une opération comme Moussaïa, même si elle a été... tout se passe bien, enfin c'est comme... La difficulté, elle est sur cette image-là. C'est que vous prenez un immeuble de bureau, c'est la sécurité sociale, vous le transformez comme nous l'avait demandé la RIVP, en logement étudiant, travailleur, artiste, avec bien sûr un coworking dans son rez-de-chaussée, un programme tout à fait traditionnel, mais vous ne changez pas les outils de la transformation. Et donc la démonstration qu'on fait, et qui est évidemment difficile à porter encore aujourd'hui, mais on est assez accroché à cette position, et on n'est pas seul, bien sûr, c'est de dire que si on veut vraiment, je ne sais pas si vous voyez les prix à l'écran, et je vais vous parler de coûts, et c'est trivial, mais ça me paraît essentiel, c'est que si on rentre dans les bâtiments que l'on dit vacants, qui sont vacants, avec des coûts et un vocabulaire et une boîte à outils qui soit la même que pour construire, on n'arrivera jamais à avoir des prix qui seront plus intéressants. Et on peut s'en étonner parce que, vous voyez, en fait, un immeuble qu'on va déconstruire, ou du moins tout ce qui est volatile va partir, il reste quoi? Il reste la partie solide. C'est une espèce de grand squelette qui a eu la valeur d'être déjà dessiné, pensé, des ingénieurs, des architectes, des ouvriers, des gens ont vécu ici. Et donc aujourd'hui, on fait bien attention à ne plus détruire. On va essayer de faire attention à ne plus détruire. Mais comment fait-on? Et c'est là où les ingénieurs, les architectes, les designers ont, avec bien entendu l'aéropage de ceux qui nous entourent, ont à réfléchir sur le fait, faut-il leur mettre un grand manteau thermique à ces immeubles et faire une rénovation énergétique, puis à l'intérieur reconquérir des espaces avec les anciens outils du neuf, ou faut-il au contraire tenter de trouver de nouvelles possibilités pour, à travers
on va dire, la déclinaison du design, du second œuvre, de tout ce que j'appelle le liquide par rapport au solide, essayer d'aller voir les industriels et qu'ils nous aident à préparer de nouveaux composants pour qu'on puisse reconquérir ces immeubles en étant, évidemment, en travaillant hors site et sur site, mais en étant certain que les prix seront contrôlés et aussi les questions d'usage. Vous voyez, là c'est évidemment un concours qu'on a perdu sur ce principe-là, évidemment perdu. Mais si je ne vous disais pas que c'est une résidence étudiante pour le Crous, qui devait être posée à Jussieu, avec ce système de composants industriels, ce qui nous a été dit, c'est trop tôt, trop risqué. Et donc, ce qu'il faudrait, grâce à ces webinaires, nos échanges ici, et j'espère dans les questions qui vont être posées, c'est vraiment se poser la question de quelle culture du projet, mais pas que du projet, quelle culture des entreprises, quelle culture des industriels faut-il mêler pour qu'on arrive à conserver ces bâtiments? Parce que si le politique nous réclame maintenant, parfois de manière un peu opportuniste, de conserver ces bâtiments, il nous a dit de les casser pendant très très longtemps, et si on veut vraiment être certain que ces architectures soient conservées, si on ne trouve pas les moyens de les recomposer, c'est-à-dire tout simplement avec des prix prohibitifs, on continuera à casser les bâtiments. Là juste, je les ai passés mes 8 minutes, mais juste dire aussi que même si on n'est pas très fanat des containers, des modulaires, c'est aussi une manière d'accompagner dans une architecture patrimoniale. Là, on est à René-sous-Bois, l'ancien Bison Futé qui va devenir des logements pour des gens qui sont dans des foyers impossibles. Et on voit bien comme une architecture typique des années 80, faite par des bons architectes de Lille, se transforme, prend une capacité qui doit être doublée, mais n'est pas trahie dans son dessin original. Donc ça veut dire que même des bâtiments patrimoniaux qui doivent avoir des capacités de surface plus importantes, on est capable, avec les industriels, vous voyez, j'insiste beaucoup sur l'industrie, comme notre président, mais il faut juste qu'on nous donne les moyens d'y aller. Et puis ça, c'est un sujet, mais je vais très vite, c'est tout ça. On parlait des boutiques, que ce soit à Clermont-Ferrand, que ce soit à Morangis, que ce soit le Bativacan. Il y a des déshérences dans les zones d'activité économique qui sont... il n'y a qu'à les prendre, quoi. Il y a vraiment des sujets sur lesquels nous aurons à intervenir et ZAN va nous y aider même. Voilà, j'ai dépassé. Tout va bien. On est là pour discuter. Je regardais au passage les questions qu'on nous pose, donc n'hésitez pas, vous pouvez poser vos questions dans le module Q&R, comme je disais au début, et comme ça on essaye d'y répondre dans la mesure du possible. Bien sûr, Catherine. Oui, moi je voulais juste répondre sur ce que tu as dit, Patrick. Alors, la démolition, c'est pas tout à fait fini, quand même. La tour INSEE, elle est en train d'être démolie Je sais. joyeusement, enfin non, tristement plutôt. La butte rouge, elle n'est pas non plus à l'abri de ça. Et pour éviter de démolir, parfois, il faut un combat politique très fort, etc. Et l'autre question que je me posais, c'est finalement des bâtiments qui ont eu plusieurs vies. Il y en a eu plein. C'est-à-dire que à une époque, la transformation, elle se faisait presque de manière naturelle. On a transformé des couvents, des casernes, des écoles, etc. Est-ce que finalement, c'est pas une architecture trop précise dans son objet et moins généreuse et peut-être de moins bonne qualité qui fait qu'elle est plus difficile à transformer? Et l'immeuble réversible, est-ce que c'est pas tout simplement une architecture de bonne qualité? Mais c'est où je vivais, rue de l'Échiquier. C'était un immeuble réversible, mais je ne le savais pas quand j'étais gamin. C'est qu'il y avait à tous les étages des gens, des bureaux, une épicerie en bas. Enfin, non, évidemment. Et d'ailleurs, c'est dans les années 60 qu'on a commencé à mettre en silo par la loi. On était obligé d'avoir des destinations.
Mais bien évidemment, c'est Bruno Fortier qui me plaisante à chaque fois sur le réversible et qui me dit, mais de toute façon, tes immeubles réversibles, ils sont tombés avant qu'ils aient une deuxième vie. Et c'est donc, Catherine, tu as tout à fait raison, si c'est mal construit, ça ne durera pas. J'ai essayé de le dire tout à l'heure. Alors, comment on fait? On répond à des questions? Moi, je peux vous poser des questions. Les questions des internautes, au fur et à mesure qu'elles arrivent, j'essaye de les filtrer un peu, de les regrouper. Alors, on a plusieurs questions sur la vacance et les questions thermiques. Donc, peut-être qu'on peut commencer par un petit rappel de la situation des passoires thermiques à F et G. Je crois qu'il y a quelque chose qui a changé au 1er janvier. Il y a d'autres échéances qui vont arriver. Je pense que c'est pas mal de refaire un point, peut-être Peggy. Et puis, quel est le lien, selon vous, selon Zéro Logement Vacant, entre thermique et vacances? Est-ce que c'est vraiment un lien fort, c'est-à-dire la thermique provoque de la vacance, ou est-ce que la vacance était là avant que les règles thermiques se... Bon. Je vous laisse continuer, Catherine aussi après. La qualité du bâti, effectivement, est important et peut provoquer la vacance lorsque les propriétaires ne sont pas en capacité d'assurer les travaux utiles et nécessaires à son entretien. Nous, aujourd'hui, justement, comme dans Zéro Logement Vacant, ce qu'on sait faire, c'est, on va dire, permettre d'avoir la liste des logements avec les propriétaires et ensuite d'adresser et de mettre en œuvre une politique spécifique sur les logements qui en ont besoin. On va ouvrir à la fin du premier trimestre, c'est notre objectif, la solution au parc locatif privé. Avec les étiquettes énergétiques, pour permettre justement, en prévention de la vacance, aux collectivités de contacter les propriétaires de passoires énergétiques locatives dans le parc privé, afin justement de les accompagner dans ce processus de rénovation énergétique. Donc il y a des territoires expérimentateurs de l'allée vert, propriétaires bailleurs, qui sont en train d'être mis en place. Nous, on a 27 territoires sur lesquels on expérimente cette nouvelle verticale. Et justement, ça permet de disposer on va dire, de quantifier les passoires énergétiques de son territoire et d'essayer de les remobiliser. Aujourd'hui, vous disiez, les échéances, c'est 1er janvier 2023, on y est déjà depuis un an. Une partie des étiquettes G+. 1er janvier 2025, l'ensemble des G. Après, on va passer au F, puis au E. Donc, on a eu un décret à l'été 2023 qui a entériné l'ensemble des échéanciers dans lesquels aujourd'hui on doit s'inscrire. Et effectivement, on a un nombre important de logements locatifs qui sont des passoires énergétiques. On a les chiffres de l'ONRE, on a près de 20% du parc locatif privé qui sont concernés. Donc l'ONRE, c'est l'Observatoire national de la rénovation énergétique qui fournit effectivement un certain nombre d'éléments de cadrage quantitatif. Et je vous oriente vers leur production pour avoir l'ensemble du détail de leurs travaux. Merci beaucoup. Catherine, vous vouliez compléter? Oui, ce qui se passe aussi, c'est que les propriétaires de passoires thermiques, alors, ils ont plus le droit de louer leur logement sans y faire des travaux. Donc, la solution qu'ils trouvent, c'est de les faire passer en location saisonnière ou d'en faire des résidences secondaires qui ne sont pas forcément tout le temps vides, mais qui sont quand même très peu occupées. Donc, c'est une forme de vacances quand même, parce qu'il y a une partie des logements qui sortent du marché. Tout à fait. Donc, il y a une loi transpartisane sur les locations saisonnières qui a été également votée en première lecture à l'Assemblée nationale après avoir été repoussée plusieurs fois et qui promet d'aligner la fiscalité de ces meublés sur la fiscalité du logement classique et surtout de leur imposer aussi des diagnostics de performance énergétique, Tout à fait. qu'ils n'avaient pas à remplir auparavant. Donc ça peut avoir comme effet de remettre des logements sur le marché classique. Et par exemple, au Sable d'Olonne, la collectivité, elle propose à des propriétaires qui ont mis leur logement sur le marché de la location saisonnière une prime pour les aider à faire les travaux, à condition qu'ils le remettent
dans le marché de la résidence principale, c'est-à-dire dans le marché d'une résidence qui a priori sera occupée. Ça répond en partie à une question qu'on me posait sur les solutions de financement, mais alors c'était pour les collectivités. Peut-être que je vais passer la parole à Caroline pour. Je crois qu'il y a des solutions. Est-ce qu'il y a des solutions de financement pour aider les collectivités qui ont des besoins autour de la vacance, probablement autour du commerce, mais peut-être d'autres? Et ben justement, les aides que peuvent recevoir les communes pour ensuite aider des propriétaires de locaux commerciaux, c'est des aides qui sont souvent un peu détournées, soit justement sur la rénovation énergétique, soit sur la rénovation du bâti, et du coup on inclut dedans le local commercial. Et après, sinon, c'est des aides plutôt sur la création d'entreprises ou la reprise d'entreprises pour les porteurs qui s'installent. Oui. Sur les accompagnements qui peuvent être proposés aux collectivités, il y a toutes les aides en ingénierie qui sont fournies par l'ANA dans le cadre des opérations programmées d'amélioration de l'habitat et au travers différentes agences d'accompagnement type ANCT, où effectivement on a sur les différents programmes, que ce soit territoire d'industrie, mais plus France Ruralité, notamment. Là, on a un nouveau programme France Ruralité avec une prime de sortie de la vacance, d'ailleurs, qui sera portée par l'ANA et qui, justement, est destinée au logement. On est sur l'Agence nationale d'amélioration de l'habitat, donc on est encore sur le domaine du logement, mais effectivement, on a ces aides-là pour mettre en place des dispositifs et une ingénierie locale un peu plus fine au travers des opérateurs. Action Cœur de Ville aussi, Ouais. qui portait beaucoup là-dessus, à la fois sur Ville de demain. les locaux commerciaux et les logements, pour essayer de les remettre dans le marché avec des travaux de rénovation qui sont financés par des prêts qui sont facilités pour les propriétaires. D'accord. Et de l'ingénierie qui est financée pour les collectivités. Oui, je peux quand même dire qu'il y a des équipes qui se sont déployées massivement quand même avec tous ces programmes Action Cœur de Ville, Petite Ville de demain et donc Village d'avenir qui arrivent, avec des managers de commerce et des chefs de projet Petite Ville de demain, entre autres, qui sont déployés et qui proposent pour le coup une ingénierie. Et ce qui est aussi pertinent, c'est que parfois ils sont là à l'échelle de l'EPCI, et donc ça permet aussi d'avoir une vision un peu plus large sur la question en tout cas dans mon cas, du local commercial vacant. Les managers de centre-ville. J'avais retenu ce terme-là que j'avais trouvé intéressant. Merci, vous étiez en train de répondre à plusieurs questions qui nous étaient posées, donc c'est parfait. Je change un peu de sujet parce qu'on nous pose des questions sur le permis sans affectation et je voudrais en savoir un tout petit peu plus sur ce permis qui a été donc déposé. Est-ce que c'est sans affectation le terme? Oui, bien sûr. C'est sans affectation. C'est un permis, pour ceux qui connaissent le CERFA, il a une accolade, parce qu'on a choisi 2 affectations, il pourrait y en avoir plusieurs, c'est bureau et ou logement. Ce qui permet à tout moment de changer l'affectation sans avoir de permis de construire modificatif à signifier. D'accord. Et on a eu trois dérogations à demander. La première, c'est que ce soit un grand commis de l'État, et c'est sur un terrain de l'État. La première expérience Euratlantique, c'est Valérie Lassec qui a signé, non pas le permis, mais une étude d'impact qui explique depuis la loi sur l'architecture de 77 comment on en arrive et comment les législateurs arrivent à dire il est possible de déroger à un permis de construire. Ça, c'est vraiment important. Le second sujet, donc c'est toute une recherche qui a été faite avec des avocats, des notaires, c'est de l'importance que l'architecte n'est jamais seul dans ce type de bataille. Il faut bien sûr faire comprendre aux services instructeurs après, c'est une parenthèse, qui vont avoir à instruire un PC avec une double affectation, dans le cas de Bordeaux. Le deuxième sujet,
c'est retarder la fiscalité ou les redevances, parce que bureau logement, c'est pas la même chose. C'est une question qu'on peut se poser. Donc ça, c'est la deuxième dérogation qu'on a fait porter à ce permis. Et la troisième dérogation, ça va faire sourire, je les vois pas, mais tous les amis architectes, c'est les pompiers. C'est les pompiers qui disent, mais écoutez, vous êtes gentils, mais nous, quand on va au feu, qui habite à quel étage et qui travaille à quel étage? Et si on vient vous chercher avec l'échelle, parce que vous êtes habitant, mais vous avez pour descendre des escaliers de secours protégés pour les bureaux. Et là, on avait évidemment tout prévu, sauf qu'il fallait qu'il y ait une détection incendie dans tous les lieux, c'est-à-dire... Bon, c'est un détail technique. Mais donc, on est passé et on a eu ce permis le 3 mai 2023. Et donc, on peut changer d'usage sans déclaration d'urbanisme? Non. Il y a une déclaration simple à faire aux pompiers qui sont contents de savoir qui habite à quel étage. Mais de toute façon, le problème est réglé puisqu'on dégringole tous par les escaliers de secours. Et les redevances sont donc retardées 90 jours après la DAT, la déclaration d'achèvement de travaux. Et donc, le propriétaire y paye et c'est une résidence gérée. Est-ce qu'on pourrait imaginer ça dans un bâtiment existant? Bien sûr. Bien sûr. Mais surtout dire, si ça intéresse, on peut faire un bâtiment réversible sans avoir à le déclarer. Je dis ça après m'être battu 10 ans. Mais parce que la seule différence, ce serait qu'à chaque fois qu'il y a une destination qui change, on pose un PCM, un permis modificatif. Mais ce qui est intéressant, pourquoi on l'a fait? On pensait qu'on aurait beaucoup de travail sur le sujet de la technique. Or, c'est extrêmement simple, c'est un bâtiment classique. Mais on prend les points les plus contraignants à chaque fois. Je vous donne un exemple. On porte 150 kg au mètre carré en logement, on porte 250 kg en bureau. Donc, on est tout à 250. On a un seul escalier souvent dans le logement, on en a forcément 2 dans le bureau, etc. Donc, à chaque fois, on était les plus contraignants. Mais j'entends les questions... Mais est-ce que ça coûte plus cher? Non, ça ne coûte pas plus cher parce qu'à Bordeaux, on va construire entre 2100 et 2200. C'est tout à fait les prix qui sont pratiqués sur taxe du mètre carré. Euros hors taxe, coût construction mètre carré. Donc c'est pas du tout un problème de. C'est vraiment quand je disais, je commençais en disant essayons de moins détruire. Si on construit ainsi, on n'aura plus de raison de détruire. C'est vrai que c'est étonnant que des silos à grains aujourd'hui reçoivent une médiathèque. Ça, c'est un des projets qu'on a fait. Sur la chocolaterie Poulain, elle reçoit l'école du paysage. Libération recevait des journalistes dans son vieux garage. Comme disait Catherine, il y a des bâtiments qui n'étaient pas fléchés. C'est-à-dire que les lofts... sont très confortables dans des locaux industriels parce que le local industriel, il n'a pas besoin de refend, il a des belles hauteurs et donc il est extrêmement facile de travailler sur des bâtiments comme ceci. Et bien sûr, à Bordeaux, on a 2,70 et pas 2,50 et une épaisseur qui ne fait pas 18 mètres. Ce qui veut dire qu'un jour, peut-être, ça deviendra un hôtel ou un hôtel industriel. Merci beaucoup. Bon, alors on a. Mais ce n'était pas le sujet, hein, le réversible. Non, mais en fait, forcément, quand un bâtiment est réversible... Ne détruisons plus, quoi. C'est ça le sujet. Détruisons de moins en moins. Bien entendu qu'il restera toujours un parc à détruire. Mais je voudrais juste insister. On peut toujours se galvaniser sur le fait qu'il ne faut plus détruire, mais comment? Et ça, c'est le véritable travail qu'on doit tous s'efforcer de faire. Et toutes les solutions sont parmi... les gens qui nous écoutent, quoi. Enfin, c'est les ingénieries, les architectes, les avocats, les notaires. C'est vraiment on ne peut pas... Moi, j'ai toujours du mal quand, avec facilité, les promoteurs me disent « Bon, bah alors, on vient vers vous parce qu'on sait que vous êtes un petit peu dans cette affaire de réparation des bâtiments, ça nous intéresse. » Mais ils ont les réflexes de construire. Les entreprises, c'est pareil. Ils viennent toujours avec les vieux outils du point Pessima, quoi. Et aujourd'hui, on connaît des gens de votre âge qui fabriquent des cloisons acoustiques, lumineuses, textiles, non-feu. À un moment, il faudra qu'on change tous les outils. Ça va mettre un peu de temps. Et je finis là-dessus. Si vous allez à Saint-Nazaire voir comment ils fabriquent les cabines de paquebot, vous serez très surpris, ou les tiny house.
très surpris de voir le modèle industriel qui n'a rien à voir avec le BTP. On fait 40 cabines de paquebot en une semaine, on fait 7 logements en une semaine. Donc c'est des questions qu'on doit poser à nos amis majors, qui ne sont pas toujours amis quand on leur parle de ça. Parce que c'est des grands lobbies, quoi. C'est des grandes puissances auxquelles il faut faire attention. Catherine allait me contredire? Non, pas de contredire, mais c'est aussi une question à poser aux architectes parce que ce qu'on appelle le hors-site maintenant ou le modulaire, qui était le préfabriqué avant, ça n'a pas eu toujours une très bonne réputation auprès des architectes qui n'ont pas forcément voulu confusion. l'utiliser. Alors, pardon, je te coupe. Non, mais ça, c'est vraiment une confusion. Ici, il y a quelques centaines de personnes qui nous écoutent. Je lis, moi, le modulaire, c'est pas de l'architecture. Tu vas pas empiler des boîtes, évidemment. Mais l'industrie... Elle est quand même très partagée aujourd'hui. La confusion est très partagée. Mais la confusion est partagée parce que sur les petits croquis tout à l'heure qu'on présente, ce sont des grands meubles non structurants qui vont rentrer sur des planchers qui nous sont offerts. Et ils sont autosuffisants. Donc c'est comme si on rentrait un van sur un plancher, il peut être grand, il peut être petit, et à partir de là, c'est lui qui supporte l'acoustique, la thermique, et on n'a plus besoin d'envelopper le bâtiment comme on le fait aujourd'hui pour faire la fortune de Saint-Gobain. Il faut se déplacer, le BTP et l'industrie doivent se parler, et c'est à nous d'orchestrer ces sujets. Mais c'est comme pour les façades des petits bourgs. Il y a une intelligence de la façade qui a toujours existé dans le... C'était une industrie, la façade. Si on regarde bien, enfin, quand je vois vos images, si on regarde bien, c'est un modèle industriel qui s'est posé. Et la seule différence, c'était on était en applique ou en tableau. C'est vraiment... Enfin, il y a des vieux documents que je pourrais vous donner si vous ne les avez pas. C'était incroyablement intelligent parce que c'était industriel. Donc, les coûts et les compagnons qui les posaient allaient vite. Voilà. Je ne vais pas finir sur coûts et délais, mais on est quand même tous... on est tous... pas nous, enfin si, nous tous. Tout le grand collectif, la communauté de construire, elle est quand même assez bloquée par ça. Aujourd'hui, le logement vacant est un fabuleux sujet et terrain d'expérimentation et d'innovation. On voit bien votre travail sur les cellules commerciales. Et je pense que les contraintes, des contraintes aujourd'hui réglementaires qui sont les nôtres, peuvent naître aussi beaucoup de richesses parce qu'elles nous obligent à être inventifs avec moins de moyens. Oui, mais qui écrit le vocabulaire? C'est ça qui est intéressant. C'est vous. Caroline, si elle dit une ancienne boulangerie devient une crèche, par exemple. C'est une hypothèse. Bon. Quel est le vocabulaire qui va être mis en place? C'est ça qui est intéressant. Si jamais on est avec le vocabulaire ancien, ça ne marchera pas. Donc c'est vraiment la question, quelle déclinaison des matériaux faut-il mettre en place? Et puis, dernière chose quand même, on parle du logement, mais on va parler du logement de qualité. C'est-à-dire que moi, quand je rentre sur un lieu vacant, je peux avoir toute liberté pour dire qu'on pourrait rentrer par une cuisine, qu'on peut peut-être réfléchir à la taille de la salle de bain. Je ne veux pas fâcher Catherine. Un jour, je lui ai dit, on pourrait faire des logements plus petits. Elle m'a dit, oh, tu ne devrais peut-être pas dire ça. Mais je suis persuadé qu'on peut faire des logements plus petits. Les 15 mètres carrés en plus, oui, mais qui les finance et qui peut se les payer? Vous avez parlé de 15 mètres carrés en plus. Il y a peut-être une manière avec les outils du design qui n'est pas vraiment prépondérant dans les écoles d'architecture, ou qui ne l'était pas, qui commençait à le devenir. Il y a d'autres partenaires à accueillir pour que les logements, s'ils sont vacants, on arrive à décider qu'il y a peut-être une distribution différente, qu'on ne soit pas bloqué par le T3, qu'on réfléchisse au fait qu'on passe 1 heure dans la salle de bain et qu'elle dort 23 heures, et que ces nouvelles géométries d'habitat, il serait temps qu'on bouge, quoi. Alors, je suis obligée de répondre là, sur les logements de qualité et sur les grands logements. Il y a une question aujourd'hui qui est très intéressante, c'est qu'on s'aperçoit que globalement, si on prend à l'échelle de toute la France, la surface par personne
surface habitée a augmenté. Donc, on se dit, ouh là là, mais tout le monde a de la place parce que finalement, quand les enfants partent, un couple, il reste dans sa maison, il a une pièce, 2 pièces en trop, il n'en fait rien, etc. Ça, c'est le problème de réfléchir avec des moyennes. Quand on réfléchit avec des moyennes, on a un chiffre qui concerne toute la France, donc qui ne veut absolument rien dire, parce qu'il y a des départements dans lesquels on est encore en suroccupation et en forte suroccupation. Donc, bien sûr qu'on pourrait imaginer des logements plus petits, mais il faut faire attention parce que nous, on a montré dans un rapport il y a quelques temps que finalement, les typologies classiques, elles avaient eu plutôt tendance à diminuer dans les endroits où la construction est la plus dense et les logements les plus chers. Donc effectivement, on peut pas avoir 15 mètres carrés parce qu'on peut pas se les payer. Alors du coup, les promoteurs, ils ont fait 15 mètres carrés en moins et toutes les typologies ont diminué avec des petites chambres, avec des circulations qui disparaissaient, des espaces extérieurs qui disparaissaient, etc. Et donc ce que tu dis sur l'imagination de nouveaux plans, ça suppose pas forcément de la place, mais ça suppose pas systématiquement de compacter le logement et d'en faire le truc le plus petit possible parce que les ménages ne peuvent pas se payer plus. Donc voilà, la tiny house, c'est super, mais quand on l'a choisi déjà, et pas quand on est juste obligé d'avoir un logement dans lequel on est trop serré parce qu'on n'a pas les moyens de se payer plus grand. Et donc, voilà, la taille du logement, c'est un truc, quelque chose à manier avec quand même beaucoup de délicatesse. Et aujourd'hui, on parle de sobriété immobilière parce que justement, on dit il y a de la place partout. Donc, on va faire comme si on était dans un grand tableau Tetris et on va rediriger les gens pour que chacun ait la bonne surface à sa disposition. Mais sauf que ça marche pas du tout comme ça. Non, je voulais pas dire ça, Catherine. On se connaît, mais tu connais aussi mes maladresses. Tu vois, quand je dis tu prends un 60 mètres carrés, et si tu réfléchis au fait que dans ce 60 mètres carrés, je dis ils entre guillemets, nous ont effacé la cuisine. Oui, et qu'à la place, on nous vend une cuisine américaine. C'est-à-dire un bout de mur. Un bout de mur. Et que quand tu regardes les séries à la télévision, tu sais bien qu'une cuisine américaine, c'est pas ça. C'est aussi grand que cette pièce, avec l'îlot central. Et donc, pourquoi? Parce que les ménages, comme on dit, ne pouvaient pas s'endetter auprès des banques. Et donc, on leur a enlevé 10 mètres carrés. Et ce que je dis, pour retrouver la cuisine, pour que les gamins fassent les devoirs, pour que les femmes soient ensemble dans d'autres situations, eh bien, il faut aller gommer quelques mètres carrés sur les lieux dormants pour faire revenir la cuisine. Voilà, je dis ça. Alors après, c'est vrai qu'un jour, j'avais dit à Catherine, mais on pourrait faire encore un peu plus petit comme chez les Japonais. Là, elle m'a dit, arrête Patrick. Mais parce que il faut penser en mètres cubes aussi. Il faut penser avec des aménagements intérieurs qui soient façonnés. Donc, c'est des cultures différentes. Des étudiants en architecture, aussi brillants soient-ils, à un moment, ils ont besoin de travailler avec des designers. Et ces designers-là sont nous. Le mur épais, une salle de bain qui peut tenir dans moins de 4 mètres carrés, c'est possible. Et dans ce sens, tous ces mètres carrés, ces surfaces revisitées nous permettent d'avoir des nouvelles géométries d'espace qui feront le logement de qualité. C'est pas Etanios, c'est autre chose. Oui, mais le plan, c'est quand même quelque chose qu'on pourrait revisiter. Ah oui. Il n'a pas beaucoup bougé depuis un certain nombre de décennies. Jacques Lucan le disait très justement, hein, le plan depuis un siècle, il n'a pas bougé depuis les maisons ouvrières. Tu as une entrée, une distribution, les chambres, à droite. Mais comme ça devient quand même un peu plus petit, il y a peut-être pas à bouger les surfaces. Certes, moi, je vois difficilement se payer 15 mètres carrés de plus, mais peut-être moduler les volumes et avoir des ressentis de 80 mètres carrés sur un 60 mètres carrés. On pourrait aussi rêver que le prix du logement baisse. Il faudrait, en France. Oui. Bon, je vous ai laissé discuter parce que c'est super intéressant, mais on s'est un tout petit peu égaré de notre sujet de la vacance. Cela dit, on a dépassé l'horaire, donc je ne vais pas relancer des débats et des questions, même s'il y en aurait plein. Comme d'habitude, on va essayer de répondre à certaines questions avec votre aide peut-être dans un second temps sur la page qui intégrera le replay. Non, je me force à ne pas relancer des questions parce qu'on a déjà dépassé l'horaire et je vais essayer de le tenir. Cela dit, c'était super intéressant et je vous remercie beaucoup tous les quatre. Merci encore une fois à la technique, tout le monde qui est derrière et qui répond aux questions, qui aide à organiser.
Je vais juste vous redonner le prochain webinaire, mercredi 13 mars, sur le dispositif Mon accompagnateur rénove. A priori, on sera pas à Paris dans la Tour Montparnasse comme cette fois-ci, on sera en région, j'en dis pas plus. Merci à tous, merci à toutes d'être avec nous Merci. encore ce soir, et merci pour votre contribution de ce soir. Une bonne soirée. Bonsoir. Bonsoir. Au revoir.